Édouard Philippe vient de nous annoncer qu'il est candidat pour 2027. En tout cas, il faut le dire, ce monsieur s'y prend à l'avance. Je crois que j'ai jamais vu un candidat se déclarer 3 ans avant les élections. Là, deux solutions s'offrent à moi. Soit il anticipe que Macron ne tiendra pas jusqu'à la fin, auquel cas il est intéressant, soit il veut en fait prendre le médiatisme en ce moment autour de la politique, notamment autour de la nomination du Premier ministre. Voilà, de ce cirque dont je vous ai parlé hier. Donc voilà, il annonce sa candidature. Bon, 2027, bon, Édouard Philippe, abandonné par la Macronie, il faut le dire, car Édouard Philippe a longtemps été pressenti comme le successeur d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron l'a dégagé et il verrait plutôt de bons yeux comme son successeur, Gabriel Attal, bon, un autre escroc politique, on va pas se mentir. Édouard Philippe est un politicien que beaucoup sont en train de railler sur X, rappeler ses frasques et notamment le fait qu'il est le responsable de la répression des Gilets jaunes et qu'il méprisait la population. Mais en réalité, si vous voulez, le mépris de la population de base, on voit beaucoup cet extrait sur X où une dame lui dit qu'elle a une retraite de 700 € et qu'elle doit continuer à travailler et lui répond « Moi aussi, je travaille beaucoup ». Bon, ce qui vous montre un peu le mépris de classe. Mais en fait, ça c'est présent chez quasiment tous les politiques. Tous les politiques méprisent les électeurs. Pour eux, les électeurs sont juste des gens qui vont mettre un bulletin dans l'urne, qui les élisent et ensuite, ils les méprisent. C'est ça la réalité et c'est malheureux. Mais en fait, Édouard Philippe est un candidat dangereux. Moi, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il est dangereux. Il est dangereux parce qu'il faut savoir qu'Édouard Philippe, contrairement à ce qu'on nous dit, c'est un peu vrai pour Macron d'ailleurs, Édouard Philippe est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un de compétent. Et oui. Bon, les politiques qu'il met en place sont néfastes pour la France et pour les Français. Ça, on est tous d'accord. Je pense que personne ne viendra dire l'inverse. Il n'en reste pas moins que c'est un monsieur compétent et donc dangereux, car il a des vraies chances d'être élu, car sa compétence est quand même avérée. Bon, la compétence, évidemment, il est surtout compétent pour les riches, pour les gens qui les mettent au pouvoir. Mais c'est quelqu'un qui aura le soutien médiatique, je vous le dis tout de suite, car il est le bon représentant de l'oligarchie et celui qui défendra au mieux ses intérêts. Notamment, n'oubliez pas qu'Édouard Philippe est pour la retraite, pas à 64 ans comme Macron, à 67. Ça, il faut quand même le dire. Donc, pour les gens qui prendront la retraite, qui voteront pour lui, ayez ça en tête, vous partirez à la retraite à 67 ans. Ça ne sera pas glorieux. Et ça permettra, j'ai déjà dit une fois où j'ai expliqué dans une vidéo la réalité de la réforme des retraites. Pourquoi est-ce que ça fait des économies? Pas parce que vous partez plus tard en soi. C'est parce qu'ils savent, les politiciens savent que dans beaucoup de métiers, notamment les métiers manuels, si vous perdez votre job à partir de 55 ans, vous ne retrouvez plus de job. Vous êtes en fait au chômage. Et en fait, ce que peu de gens savent, c'est qu'une année au chômage, en fait, chaque année au chômage, on va dire comme ça, entraîne une réduction de votre retraite de 5%. Voilà. C'est-à-dire si vous avez été au chômage pendant 3 ans, vous aurez une retraite dévaluée d'à peu près 13%. C'est dur, c'est dur. Ça fait un pouvoir d'achat perdu à peu près de 100 à 200 €. Ce qui n'est pas négligeable, vous en conviendrez. Et en fait, l'idée de la réforme des retraites, c'est celle-là. Et l'idée qu'a Édouard Philippe, et celle-là également, à 67 ans, alors là, ça ferait des économies juste démentes, juste hors de raison. Mais bon, donc il va évidemment vous expliquer, vous savez, la réforme des retraites, 67 ans c'est bien, car c'est ce que font les autres pays. Si les autres pays, c'est-à-dire si les autres premiers ministres maintenant allaient sauter du haut d'un pont, et bien lui, quand il était premier ministre, l'aurait fait également. C'est absurde, mais bon. Mais ça se tiendra. Et donc Édouard Philippe l'annonce. Bon, le timing n'est pas franchement glorieux, car il est un peu offusqué par la nomination du Premier ministre. Occulté, pardon, par la nomination du Premier ministre. Donc bon. Mais bon. C'est le désastre d'Édouard Philippe. En fait, Édouard Philippe est compétent, certes. Il pêche car c'est un mauvais communicant. Parfois, car il dit les choses honnêtement. Certains se souviendront de cette intervention qu'il a fait, je crois, à Sciences Po, où il raconte, oui, la loi travail, on pensait que ça passerait pas, ça passe. La réforme des retraites, on pensait que ça passerait pas, ça passe.
Et en fait, il démontre dans cette intervention comment on manipule l'opinion publique. Donc bon, c'est quand même assez fort hein, de le faire, mais voilà. Maintenant, j'ai envie de parler de quelqu'un d'autre, Charles Gave. Charles Gave, il aime bien bloquer les gens sur X. Il suffit que vous le critiquiez, eh bien vous êtes bloqué par Charles Gave. Pour quelqu'un qui dit à longueur et à longueur de vidéo qu'il est pour la liberté d'expression, ben on repassera. Charles Gave. Alors Charles Gave, lui, parle un peu du personnage. Il se dit patriotique, il dit qu'il aime la France. Ah, très bien. Moi, je pose une question. Pourquoi l'argent de Charles Gave est à Hong Kong et pas en France, s'il est aussi patriotique que ça? Moi, je ne sais pas. Mais si vous êtes patriotique, eh bien, vous mettez votre argent dans le pays qui vous reçoit. Vous n'allez pas mettre votre argent dans un paradis fiscal. Donc, patriotique, ok, pour faire des vues YouTube et pour soutenir des gens comme Zemmour. Hein, Zemmour dans le programme libertarien, rappelons-le. Donc, patriotique, ok, mais pas au point d'avoir son argent en France. Or, souvent, c'est dites-moi où est votre argent, je vous dirai qui vous êtes. Voilà. Donc, pour le patriotisme de Charles Gave, on repassera. Il nous annonce depuis des années l'effondrement de la zone euro. J'ai envie de vous dire, on attend toujours. Il fait partie de ces gens qui vous annoncent l'apocalypse à longueur et à longueur de journée. Et l'apocalypse n'advient pas. Et en fait, qui est Charles Gave du point de vue des convictions politico-économiques? Eh bien, il est un libertarien. C'est quoi un libertarien? En fait, pour simplifier, tout pour les riches, rien pour les pauvres. Tout simplement. Il dit il ne faut pas que l'État intervienne. Certes, pendant la crise de 2008, il a bien été ravi que les États aient intervenu, sinon son patrimoine aurait volé à volo et il aurait été ruiné. Ça, c'est quelque chose qu'il oublie de vous dire. Donc pour 2008, je vous le dis, il aurait même, ça c'est une confidence qui m'a été faite, je ne peux pas la confirmer, mais je vous la divulgue au conditionnel, ce n'est pas une accusation. On m'a dit que Charles Gave, à l'époque, a essayé de faire pression sur les gouvernements, notamment le gouvernement Sarkozy, pour qu'il intervienne. Mais maintenant, il vient nous dire qu'il y a trop d'États. Donc, à un moment donné, il faut savoir, monsieur Gave, ou trop d'États, ou pas assez d'États. Il faut choisir à un moment donné. Moi, j'ai envie de vous dire, il faut faire un choix. Mais bon. Donc, il est libertarien. Donc, pour lui, il faut tout payer. Mais évidemment, c'est facile à dire quand vous avez des millions d'euros de payer pour la santé, de payer pour l'éducation, ce n'est pas un problème. Mais pour vous, le Français moyen, qui a un métier normal, qui a un salaire entre 1500 à 2000 euros, vous êtes d'accord pour ça? Vous êtes d'accord pour payer pour votre santé? Ben non, vous allez mourir. Voilà, tout simplement. Désolé de parler crûment, mais c'est ainsi. Vous allez avoir des cancers, et bien vous n'allez pas faire traitement, car le traitement sera beaucoup trop cher. Eh oui, eh oui. Mais c'est ça, Charles Gave. Les gens qui le regardent sur son émission L'Institut des Libertés. Hein? Il porte déjà mal son nom. Un peu comme TV Liberté d'ailleurs. Bon. Après, Charles Gave, au niveau de débat, il est nullissime. C'est ce qu'il a de point commun. Quel point commun entre Charles Gave, Asselineau, Philippot, Kuzmanovic? Eh bien, c'est qu'il est nul dans les débats. Il a fait un débat dans Thinkerview. Je ne me rappelle plus avec qui, mais c'est avec un économiste dit de gauche. Si tant est qu'on peut être économiste de gauche. Il s'est fait écraser. C'était une humiliation. Il a pris des KO les uns derrière les autres. C'était assez hallucinant. Mais pourquoi ça arrive? Car son institut des libertés, enfin, liberté. Liberté quand vous êtes d'accord avec lui. Quand vous n'êtes pas d'accord avec Charles Gave, ce n'est pas l'Institut des libertés. C'est l'Institut des non-libertés, voire, si on veut ironiser, l'Institut des dictatures. Donc, il n'invite que des gens qui sont d'accord avec lui, qui partagent sa vision libertarienne, qui partagent sa vision de moins d'État. Donc des gens, je le répète, en 2008, on fait pression sur les États pour qu'ils interviennent. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Eh bien, ces gens-là, comme ils n'invitent que des gens qui sont de son avis, le jour où ils vont dans des émissions, le débat est contradictoire, type Thinkerview, ou quand il va dans les médias mainstream, eh bien, il est toujours écrasé. Toujours. C'est une humiliation. Enfin bref. Car en fait, il ne s'habitue pas à la contradiction. Et ça, c'est ce qu'il a de point commun entre souverainistes. Pour finir cette partie sur Charles Gave, je vais vous laisser un énigme. Et vous aurez 15 secondes pour y réfléchir.
écoutez-moi cette énigme, qu'ont en commun les libertariens, les communistes et les nazis? Je vous laisse 15 secondes pour réfléchir et je vous donnerai la réponse. Allez-y, réfléchissez. Écrivez en commentaire sans tricher qu'est-ce qu'ils ont selon vous de commun et je vais bientôt vous donner la réponse. Eh bien, ils vous diront tous, on n'est pas allé assez loin. Voilà. C'est ce qu'ont en commun ces gens-là, car rappelons-le, le nazisme fut un échec encore heureux pour l'humanité, j'ai envie de vous dire. Le communisme fut un échec partout. URSS, pays d'Europe de l'Est, Cuba, Corée du Nord, Chine. D'ailleurs, la Chine y a renoncé pour aller vers le capitalisme, car ils ont compris que le capitalisme était plus bénéfique, en gardant leur dictature, évidemment. Hein. N'allons pas partager le pouvoir. Libertarien, partout ça s'est mis en place, échec. En Argentine, Milei court vers l'échec également. Au Chili, dans des pays africains, en fait dans tous les pays où le FMI est intervenu. Également, là, quand la politique libertarienne a existé aux États-Unis, ça a amené à la crise de 29. D'ailleurs, les États-Unis aujourd'hui ne sont pas libertariens. Il faut le dire. Les États-Unis sont un pays extrêmement interventionnaliste. Encore une énigme, bon, je vous ai déjà donné la réponse, mais là c'est juste pour rigoler. Savez-vous ce qui arrive quand vous achetez une entreprise dans ce pays-là? Eh bien, si vous l'achetez, qu'elle est à voix 100%, vous êtes quand même obligé de garder le siège social dans ce pays et avoir un membre représentant du pays dans le conseil d'administration. Quel est ce pays? Certains diront le Venezuela. Eh ben non, c'est les États-Unis. Les États-Unis ne sont même pas un pays libertarien. Mais bon, mais vu que ces gens-là font constamment l'éloge d'un pays qu'ils ne connaissent pas, les États-Unis pour ne pas le nommer, pourquoi ne vont-ils pas y vivre? Qu'ils se cassent loin de chez nous et qu'il aille aux États-Unis. Bah oui. Mais bon. Donc voilà. Pour finir cette vidéo, je vais envie de vous parler d'une dernière news qui est assez ironique et assez intéressante, vous allez comprendre. Greta Thunberg, une escroc écologiste s'il en était, comme l'a très bien dit un cousin à moi qui vit aux États-Unis, en fait elle ne voulait pas aller en cours et l'écologie était un prétexte pour ne pas aller en cours, je suis plutôt d'accord. Bon, elle a été arrêtée à Copenhague, parce qu'elle a fait une manifestation pro-Palestine. Bon, elle oublie que si elle avait vécu en Palestine, au mieux elle serait en prison, au pire elle serait morte. Rappelons-le, je vous le dis comme ça, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Mais bon, ce qui est intéressant là, bon, au fait qu'elle ne sera jamais condamnée car elle est souvent arrêtée, mais jamais condamnée. Bon, donc ça ne vous surprendra pas si elle n'est pas condamnée. Mais il y a un fait qui est intéressant. Si vous lisez Greta Thunberg, bon, sur ses arrestations, elle a été arrêtée à Londres, à Copenhague, elle manifeste aux États-Unis, elle manifeste au Japon, elle manifeste en fait dans le monde entier. Mais moi j'ai pensé naïvement, qu'est-ce que je suis naïf quand même, ou con, question de perspective, mais moi je pensais que Greta Thunberg était écologiste. Moi je pensais qu'elle défendait le bien de la planète. Mais je viens d'apprendre, elle voyage beaucoup. Mais pour paraphraser Christophe Galtier, elle ne voyage pas en char à voile ou en bateau à voile. Elle voyage en avion. Mais l'avion, c'est pas le mode de transport le plus polluant. Eh oui, Greta Thunberg, l'écologie par les paroles, pas par les actes. Voilà une belle façon de terminer cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.